Mesdames et messieurs, bonsoir et merci d'être au rendez-vous de cette session d'information sur Canal 3 Bénin. C'était l'équipe la moins attendue en début de compétition, mais les éléphants de la Côte d'Ivoire viennent de réaliser l'impossible en remportant la Coupe d'Afrique des Nations. La finale qui a opposé les éléphants aux Super Eagles du Nigeria a vu le pays organisateur succéder au Sénégal, qui l'a sorti de la course à l'étape des huitièmes de finale. Le résumé de ce grand verdict de dimanche dans un instant. Nous parlerons également éducation avec l'État béninois qui bénéficie de l'appui de l'UNESCO et l'organisation non gouvernementale pour un appui matériel aux victimes des inondations au Bénin. Le geste est exprimé à la faveur d'un projet dénommé Aide d'urgence et des écoliers de la commune de Dobo dans le département du Koufo ont été des bénéficiaires. C'est à travers une cérémonie de remise de kits scolaires que nous allons découvrir dans ce journal. Toujours éducation et vie associative au Bénin, cette fois-ci avec les membres du patronat des établissements scolaires privés du Bénin. Ils étaient en assemblée générale la semaine dernière. C'est à la faveur des 6e assises de l'histoire consacrée à l'exercice de bilan des membres du bureau, directeur et au renouvellement des organes dirigeants. Les travaux se sont déroulés à Zové, dans le département du Koufo. Voilà pour les titres, mesdames et messieurs. Merci d'avoir choisi Canal 3 Bénin pour vous informer. Ouvrons ce journal par l'actualité sportive. La CAN Côte d'Ivoire 2023 a livré son verdict final ce dimanche. Après la dernière rencontre du tournoi, la finale qui a opposé les éléphants aux Super Eagles du Nigeria a vu le pays organisateur succéder au Sénégal qui l'a sorti de la course à l'étape des huitièmes de finale. Ceci grâce à sa résilience, à une performance constante maintenue depuis l'étape des demi-finales. Voici le résumé. La Côte d'Ivoire entre dans l'histoire de la Coupe d'Afrique des Nations. Elle vient de rejoindre la liste très courte des pays organisateurs à avoir remporté leur CAN. Une consécration qui intervient plus d'une décennie après l'Égypte en 2006. Ressuscité après les phases de groupe, le pays des éléphants donne le coup de marteau final au Nigeria pour s'offrir sa 3e étoile 9 ans après son dernier sac. Devant leur 12e homme solidaire, Serge Aurier et ses coéquipiers prennent le match en main avec une importante domination, mais sans succès au cours du premier acte. Ils se font punir à la 38e minute de jeu sur le premier corner du Nigeria repris de la tête par William Trost et Kong. 1-0 pour le Nigeria à la pause. Du retour des vestiaires, les hommes d'Hermès Faé reviennent pour redonner le sourire à tout le peuple ivoirien. Sur un centre de l'inévitable prodige, Simon Adengra à la 62e minute, Franck Tessier remet les compteurs à égalité. À la 81e minute, Sébastien Haller permet à la Côte d'Ivoire de renverser la situation sur une nouvelle passe décisive du joueur de Brighton. Score final de 1 pour les Ivoiriens qui s'offrent ainsi la 3e Coupe d'Afrique des Nations de leur histoire. Une belle victoire pour les éléphants de la Côte d'Ivoire. Une seule leçon à retenir, la détermination et l'endurance. Parlons éducation et vie associative au Bénin avec les membres du patronat des établissements scolaires privés du Bénin. Ils étaient en assemblée générale la semaine dernière. C'est à la faveur des 6e assises de l'histoire consacrée à l'exercice du bilan des membres du bureau directeur et au renouvellement des organes dirigeants. Les travaux se sont déroulés à Azové dans le département du Koufo. Nous allons suivre. Après Parakou, la ville d'Azové dans le département du Koufo accueille les membres du patronat des établissements scolaires privés du Bénin pour leur traditionnelle assemblée générale. Le 6e chapitre de l'histoire qui, comme c'est de coutume, a servi de tribune de bilan des actions menées. La défense des promoteurs privés face aux difficultés surtout d'ordre administratif et fiscal. La formation des enseignants dans le but de renforcer les capacités pédagogiques et améliorer les résultats scolaires dans les établissements scolaires privés. La sensibilisation des promoteurs des établissements scolaires privés sur la législation scolaire et sur le respect des dispositions administratives pour éviter les problèmes inutiles. À ces actions, il faut ajouter les négociations avec l'État sur les préoccupations qui aboutissent souvent à des résultats insatisfaisants. Un bilan fait devant le préfet du Koufo et des représentants des ministères qui s'occupent des 3 ordres d'enseignement. À travers notre présence à vos côtés ce jour, je voudrais enfin
que vous reteniez l'invite à féconder plus que par le passé les conditions d'une approche collaborative déterminée par le respect scrupuleux des normes établies par la réglementation en vigueur en matière de création et de fonctionnement d'une école ou d'un établissement ou encore d'une université privée. Le respect des normes établies par la réglementation en vigueur, oui, mais ces promoteurs d'établissements scolaires privés ont tenu à faire savoir à l'autorité l'un des points importants de leur doléance. Le décret portant subvention aux établissements scolaires privés, prévu par la loi fondamentale, est toujours ignoré. Plus grave, les activités des établissements scolaires privés sont assimilées à celles des entreprises commerciales et industrielles et traitées comme telles par les structures administratives. Souhait a été enfin émis de voir la procédure devant conduire la prise de décret portant octroi de subventions aux établissements scolaires privés. L'innovation de cette Assemblée générale, c'est la participation d'une délégation du patronat frère du Burkina Faso aux travaux. Des travaux qui ont été faits de relecture des tests et règlements intérieurs de ce creuset et du renouvellement des organes dirigeants. Parlons à présent de l'atelier sur le mécanisme d'alerte à la fraude de l'état civil. Les assises sont organisées par l'Agence nationale d'identification des personnes ANIP. Y ont participé pendant 2 jours à Dassa plusieurs acteurs judiciaires de la police républicaine et bien d'autres cadres du secteur. Y met Elena Mosso pour les détails. Le phénomène prend une ampleur inquiétante et mérite réflexion et action. Face à la fraude ainsi que la falsification des documents d'état civil, l'Agence nationale d'identification des personnes ANIP prend des mesures. Des plateformes dont l'une mobile et l'autre web ont été conçues afin de sécuriser le système de gestion et d'enregistrement des faits d'état civil. L'application mobile permet justement à tous ceux qui sont liés de près ou de loin à l'identification de la personne, comme la police républicaine, le procureur et les agents de l'ANIP, à lancer des alertes à travers l'application mobile. Donc une fois l'alerte lancée, la plateforme web permet justement aux agents de l'ANIP ainsi qu'aux procureurs de pouvoir recevoir l'alerte lancée, faire un traitement et prendre les décisions qu'il faut. L'ANIP, en mettant en place ce système d'alerte, nous invite à la chancellerie à aller encore plus vite pour que soit effectif dans notre pays une base de données sérieuse, une base de données unique, une base de données fiable pour que nous puissions avoir un œil sur nos concitoyens qui choisissent de s'écarter des règles qui régissent notre vivre en commun. Loin d'être une rencontre de plus, cet atelier est une suite logique de la mise en œuvre des réformes dans le secteur de l'état civil. Y ont été conviés des acteurs judiciaires, de la police républicaine et autres cadres. Ces derniers seront entretenus par des personnes ressources. Plusieurs communications sont prévues et vont les amener à s'approprier l'utilisation de la plateforme de lancement et de traitement des alertes à la fraude. Émérite cadre que vous êtes, personnalité de la République, nous aurons à réfléchir, à travailler dans ce sens pour mieux asseoir les éléments participatifs nécessaires au bon fonctionnement de cette plateforme. Le pari que nous prenons ensemble sera de longue haleine, étant entendu que le phénomène auquel nous nous attaquons est un fléau aussi vieux que le monde. Les faussaires ingénieux d'imagination et d'intelligence ne nous laisseront pas la tâche facile. Aussi devons-nous rêver d'une politique pénale spéciale pour la gestion de la fraude à l'état civil. Cette perspective peut faire l'objet d'une recommandation au cours de la synthèse des travaux du groupe et nous espérons pouvoir compter sur l'expertise des magistrats. Lancé à Dassa, les travaux de l'atelier sur le mécanisme d'alerte à la fraude à l'état civil sont prévus pour durer 2 jours.
Et pendant ce temps, le parti politique Bloc républicain fait œuvre utile dans le 12e arrondissement de Cotonou. Au nom du président de cette formation politique, Abdoulaye Biotchane, les conseillers Émile Rondeladji et Pipo Ladeni ont officiellement remis une dizaine de machines de couture à des jeunes artisans en fin de formation. C'est un don qui vient accompagner les participants dans leur réinsertion sociale. Teddy Goudalo pour les détails. Matériel de couture gracieusement offert à ces jeunes artisans du 12e arrondissement de Cotonou. C'est un don du président du parti Bloc républicain Abdoulaye Biotchane qui vient permettre aux bénéficiaires de prendre leur destin en main après leur formation. Nous avons une joie vraiment immense parce que nous venons de recevoir un cadeau vraiment grandiose qui pourra nous aider à évoluer dans ce que nous avons appris. Et nous vous promettons que nous allons faire bon usage de ces matériaux. Et je remercie vraiment M. Abdoulaye Biotchane pour ce merveilleux cadeau qu'il nous a offert. Merci. Ce qu'on vient de faire, ça va permettre à ces derniers au moins d'utiliser la machine et ça va leur permettre aussi d'avoir des revenus et d'aider leurs parents. Ça cadre d'abord avec la vision du président Patrice Talon qui veut faire de son second dernier mandat du rehaussement social. Et puis le distingué conseil, M. Émile Rondeladji, le maître de terrain, a estimé qu'il faille matérialiser et ce rehaussement social en impactant ces apprentis qui sont issus de familles défavorisées, qui n'ont pas forcément des moyens pour avoir des machines. Les émissaires ici sont principalement composés des conseillers Émile Rondeladji et People Adeni. Ils ont fidèlement transmis le message du président de leur formation politique aux heureux récipiendaires. Nous sommes donc avec vous pour vous assister avec une dizaine de machines à coudre et d'autres matériels nécessaires pour l'exercice de votre métier. Je vous exhorte donc, chers couturières, à faire bon usage de ces matériels reçus en don et je vous promets que le président Abdoulaye Biotchane et le Bloc républicain seront toujours à vos côtés. Vous savez très bien avec moi que nous ne sommes pas à la veille de quelque chose, mais souciant de vos peines, nous sommes devant vous, instruits par le président de notre parti. La semaine prochaine, ce serait le tour de l'autre côté de Djamé-Routé. Cette remise de matériel dans le 12e arrondissement de Cotonou est une phase pilote. Les impacts de ce don pourront également permettre à plusieurs autres jeunes artisans d'autres arrondissements d'en bénéficier. Dans le domaine éducatif, l'État béninois bénéficie de l'appui de l'UNESCO et l'organisation non gouvernementale pour un appui matériel aux victimes des inondations au Bénin. Le geste est exprimé à la faveur d'un projet dénommé Aide d'urgence et des écoliers de la commune de Dogbo dans le Koufo ont été des bénéficiaires. C'est à travers une cérémonie de remise de kits scolaires que nous résume ici Narcisse Alossel. Des kits scolaires reçus par ces écoliers de la commune de Dogbo quelques mois après les affres du phénomène d'inondation essuyé ici. L'élan de cœur porte les griffes de l'ONG Cavodé, épaulé par l'UNESCO. Dans le cadre du programme de participation biennale 2022-2023 de l'UNESCO, il y a un programme dénommé Aide d'urgence. Et sur ce programme, on finance les catastrophes, les incendies, les inondations. C'est dans ce cadre que l'ONG Cavodé a initié de concert avec le gouvernement, ce projet d'appui de kits aux enfants des populations sinistrées dans tout le Bénin. En appuyant le Bénin à travers ce programme, l'UNESCO démontre une fois encore l'importance de l'éducation. Le geste est fait pour soulager les parents de ces enfants dont les cultures dans les champs ont été emportées par des inondations il y a un peu plus d'un an. Au total, 2000 kits scolaires ont été distribués ici, comme dans le département de l'Atakora, pour aider les victimes à faire face aux problèmes économiques causés par les pluies diluviennes suite à l'abandon des classes, faute de fournitures scolaires. Nous acceptons votre don et le prenons avec joie.
À notre tour, nous prenons le ferme engagement de faire bon usage des kits. Tout a été fait sous les yeux du préfet du Koufo qui mesure le geste à sa juste valeur. Les kits scolaires sont éminemment importants pour les enfants, pour qu'ils puissent bien étudier et pouvoir nous remplacer demain merveilleusement. Contenu dans le programme de participation biennale 2022-2023 de l'UNESCO, le projet Aide d'urgence finance surtout les catastrophes naturelles et autres incendies qui perturbent les activités académiques. À l'instar des cartes d'identité modernes que nous connaissons aujourd'hui, nos ancêtres avaient leurs techniques pour identifier les individus par rapport aux différentes communautés. Il s'agit de cicatrices raciales dans le visage, se présentant sous diverses formes suivant les familles et les clans. Cette pratique a traversé les âges. Simple mode d'identification, les marques faciales peuvent être dans certains cas liées à la vie et à la mort. Le magazine qui va suivre nous plonge dans cet univers des cicatrices faciales qui traduisent des histoires liées à chaque famille, des douleurs et voire même des réincarnations. Nous allons suivre. Des entailles profondes, généralement sur les deux joues, sur les tempes ou le front, gravées sur les enfants par les familles et les communautés, le plus souvent comme marque d'identité. Les cicatrices faciales, pratique sociale, a traversé les âges, et c'est le cas dans la famille Agboton qui pérennise la pratique en lien avec la divinité Gbeloko qui gouverne cette collectivité. Cette cicatrice, c'est une cicatrice de mon famille. Ça là, si tu ne fais pas dans notre famille, donc tu n'es pas l'enfant de la famille. On ne te connaît pas. Quand on fait bébé en même temps, 3 mois, 4 mois après, on le fait cette cicatrice. Cette cicatrice, ça m'a fait beaucoup de choses. Quand j'arrive à quelque part, il y a des gens que je ne connais pas, qui est de ma famille. On me voit en même temps que, cette cicatrice-là, c'est de quelle famille? Je leur réponds en même temps que je suis famille quand ils me disent qu'on est de la même famille. Je me sens à l'aise. Il y a des gens même qui me disent que cette cicatrice-là, c'est pas bon de nettoyer ça, qu'il y a des produits qu'on peut prendre pour nettoyer ça. Non, moi je dis non, ça, c'est un statut de notre famille. Je peux pas, c'est bon, ça, je me sens à l'aise avec ça et je suis beau avec ça. Sociologiquement, les cicatrices faciales sont une forme de carte d'identité pour les communautés qui les portent. La scarification faciale a une très grande importance pour toutes les communautés qui continuent de la pratiquer. Déjà, c'est une carte d'identité, comme on le dit, c'est un élément qui introduit l'individu dans le cercle restreint de sa communauté. Et donc, c'est un élément de fierté d'appartenir à une grande famille, d'appartenir à une grande communauté, et c'est également de s'inscrire sur la lutte de ses ancêtres. Parce qu'au-delà de tout, le fait de porter la même marque que ses aïeuls, le fait de porter la même marque que ses parents, montre effectivement que tu es un fils authentique et que tu es porteur de l'héritage de ta communauté. C'est le cas d'identité. C'est à travers ces cicatrices-là qu'on connaît tel ou tel de telle famille ou de telle dynastie. C'est ça le vrai sens même de la cicatrice. Et chaque famille, pour réaliser chaque dynastie, a ses cicatrices. Même nous les princes et les rois, nous avons nos cicatrices. Ici, là. Ici. On appelle ça Hondoto. Si jamais on voit ça, à côté de l'oreille, des deux oreilles là, on sait que tel là, que c'est un prince. Si les cicatrices faciales sont principalement destinées à identifier une communauté, elles sont parfois liées à la vie et à la mort. C'est le cas chez les enfants appelés Abiku.
Il était courant en effet que les femmes perdent successivement plusieurs enfants en bas âge et l'on pensait qu'il s'agissait du même enfant réapparaissant sans cesse pour tourmenter sa mère. Ces enfants étaient alors marqués pour les rendre méconnaissables aux yeux de leurs compagnons spirituels afin qu'ils restent en vie. Il arrive des moments que nos parents font des enfants. Chaque enfant venu avec des signes, il y a des enfants qui régulièrement piquent de crise. Régulièrement, on ne sait même pas si c'est une maladie, mais les gens pensent que les gens collent tout aux mauvais esprits. C'est vrai. Donc il faut marquer l'enfant là, il faut le changer, parce qu'il est venu avec un visage. Il faut le marquer pour lui changer le visage. Si l'esprit là arrive, il ne va plus le reconnaître. C'est ça qui fait qu'on coupe les jours, on peut donner 3 cicatrices, ou bien de chaque jour, aux enfants là qu'on appelle abicou. C'est le fait de le marquer pour que l'esprit qui le gêne tout à l'heure ne peut plus le reconnaître. Et quand vous le faites, l'enfant, il reste? Il reste. Il n'a plus ces crises-là. Qu'elle soit appliquée pour s'identifier à une communauté ou pour arracher un enfant à la mort, la pratique des marques faciales tend à s'estomper notamment dans les grandes villes comme Porto Novo. Les porteurs actuels de ces marques faciales sont pratiquement la dernière génération et bien de raisons expliquent cet abandon progressif de cette pratique ancestrale. La scarification portait un signe positif de rassemblement de personnes, d'ethnies, de groupes de personnes. Mais finalement, ça a commencé par péter. Parce que ça permet directement de constater que celui qui avec ce problème, il a ceci. Et ce petit problème que lui là, ce problème pouvait le conduire dans un autre groupe, un groupe d'ennemis ou un groupe d'amis. Quand le problème dégénère, c'est que ça dégénère sur tout le groupe. Je ne suis pas tellement si à l'aise, parce que c'est pas tout le temps que ça me rend aussi beau, moi-même quoi. Des fois ça me dérange. Parfois les amis me qualifient de ceux qui gardent des divinités, des AV quoi. Ouais, un peu. Parce que maintenant même personne ne le fait. Parce que le monde évolue. Si on le fait, c'est peut-être à base des maladies qui surviennent, tout ça. Personne ne le fait. Entre le traditionnel et le modernisme, la pratique des marques faciales garde sa place dans les histoires qui fondent les différentes communautés, ethnies ou races. Parlons à présent de la séance d'échange entre le conseil communal de Zakota et l'équipe de direction de l'organisation non gouvernementale Centre d'études de recherche et d'intervention pour le développement série d'ONG. La rencontre a servi de cadre au lancement de la phase finale du concours du village le plus propre de la commune de Zakota. L'initiative est à sa 2e édition et vise à faire maintenir dans les communautés les bonnes pratiques d'hygiène et d'assainissement. Elena Mossou pour plus de précisions. Concours du village le plus propre de la commune de Zakota. La compétition qui est à sa 2e édition cette année est officiellement lancée. L'idée émane de l'organisation non gouvernementale Centre d'études de recherche et d'intervention pour le développement série d'ONG. Elle vient comme pour évaluer l'impact des 10 dernières années d'action menées dans la commune en collaboration avec l'UNICEF en vue de mettre fin à la défécation à l'air libre ainsi que d'autres initiatives en matière d'assainissement et d'hygiène. Depuis 2014, série d'ONG avec l'appui de l'UNICEF accompagne les communautés pour les amener à adopter les bonnes pratiques d'hygiène et d'assainissement de base et pour que les villages mettent fin à la défécation à l'air libre. Donc c'est cela qui nous a amené à instituer une compétition pour primer, distinguer chaque année le village le plus assaini, le village qui a le plus d'infrastructures sanitaires, le village qui a le plus de dispositifs de lavage de mains, le village qui a prouvé ses capacités, ses compétences dans le domaine de l'assainissement et de l'hygiène de base.
À long terme, l'initiative vise à maintenir dans les communautés les bonnes pratiques d'hygiène et d'assainissement. Cette année, pour la phase sélective, qui est la phase finale, 8 villages sont sur la liste. Ils ont été retenus à l'issue d'une étape ayant connu la participation de près de 27 localités. Ces dernières ont été elles aussi identifiées au thème d'une précédente phase à laquelle ont participé 62 villages. Les critères de sélection sont définis ainsi qu'il suit. Il y a le critère de latrinisation au niveau des localités. Il y a le taux de couverture en latrine, le taux d'amélioration en latrine au niveau de chaque localité pour en faire sortir le nombre total de latrines au niveau du village. Après ça, il y a le volet assainissement. L'assainissement du cadre de vie, l'assainissement des voies d'accès au ménage et l'entretien des latrines. Nous avons enfin le volet DLM, utilisation des dispositifs de lavage des mains au niveau des ménages. Nous allons aussi voir combien de dispositifs de lavage des mains sont installés pour enfin faire le point global de chaque localité et de chaque village pour finalement sélectionner le village qui aura plus de points. Je voudrais déjà par ici dire tous nos engagements, mes engagements propres et ceux du conseil communal. Il n'a pas eu du tout de financement, mais cela ne l'a pas empêché d'évoluer. Et je profite en même temps pour lancer un appel à nos partenaires techniques et financiers pour que demain cela soit généralisé et que ça soit des éditions répétées. Pour cette étape finale, le processus ainsi lancé prend définitivement fin le 15 février prochain. Ainsi se referme ce journal que je vous remercie d'avoir suivi. Tout le plaisir était pour moi de rester en votre compagnie. Bonne soirée à chacun et à tous et surtout bon appétit si vous êtes à table.